Je reviens du futur, c'est terrible. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de DVD, il n'y a plus de Blu-ray, il n'y a plus de 4K, il n'y a plus de vidéoclub. C'est horrible. Psst, viens voir. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéoclub. Je me retrouve en compagnie de Christophe dans son vidéoclub, le vidéoclub de la Butte, quartier Montmartre, dans le 18e. Et on va découvrir ensemble, avec toi, ce qui se passe dans ce vidéoclub. Cette petite caverne d'Ali Baba. Cette petite caverne d'Ali Baba, et il s'en passe des choses, croyez-moi. Et puis il a des choses à raconter, il a des choses à nous dire, Christophe. Donc on va en profiter avec lui. Voilà, donc installez-vous confortablement. On est parti. Allez, je me retrouve avec Christophe, donc dans cet incroyable environnement et dans ce vidéoclub de la Butte. Donc, Christophe, j'ai envie de te dire, mais depuis quand en fait tu as repris ce vidéoclub et un peu l'historique de cet endroit absolument magique? Alors, le vidéoclub de la Butte, comme son nom l'indique, il est sur la Butte Montmartre. Sur la Butte Montmartre, donc dans le 18e. Dans le 18e, tout à fait, au 49 rue Colincourt. Il existe depuis 40 ans. Ah oui, on a fêté les 40 ans le 7 octobre, on a fait une petite fête pour l'occasion, normale. Oui. Et moi je l'ai repris il y a 20 ans. D'accord. Il y a 20 ans, c'était le vidéoclub, mon vidéoclub de quartier quand j'étais gosse. Je passais même à l'époque devant 3 vidéoclubs pour venir dans celui-ci. Ah oui. Parce qu'il avait déjà, ce qui était un peu rare à l'époque, les VHS en version originale sous-titrée. Ah oui, d'accord. Ce qui était puis un gros fond aussi. Hein, il avait un gros fond, mais ce qui était plutôt rare, les VHS, historiquement dans les vidéoclubs, c'était souvent de la VF. Oui, bien sûr. Donc voilà, et c'était mon vidéoclub de quartier. Et puis un jour, je suis venu comme n'importe quel client un peu lambda, prendre un film, et le proprio m'a dit dépêche-toi de prendre ton forfait parce que je ferme. Il n'avait pas vraiment fait la transition du DVD qui était là. Il avait super peur d'Internet. Il devait partir assez vite. Et, donc là, on était à peu près quelle année là? 2003. 2003. Ouais. Donc les bras m'en sont un peu tombés, quoi. Je me suis dit, voilà. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je venais d'être licencié de la boîte dans laquelle j'étais. Moi, je suis musicien de base. Mais bon, comme tout bon galérien, j'ai jamais réussi à en vivre. Donc j'avais un boulot à côté. Je venais de me faire jeter. Et je me suis dit, bon, on va tenter l'aventure, on va tenter le truc. On m'a pris pour un fou, la famille, tout le monde, même une partie de ma famille, on se parle plus trop parce qu'ils m'ont dit t'es fou, on te donne 3 ans, 3 mois, 6 mois, t'es mort. C'était une prise de risque à l'époque. C'était, voilà. Mais comme il y avait l'arrivée du DVD, on s'est dit on va retrousser nos manches et puis on va essayer de... Oui. Et puis voilà, ça fait plus de 20 ans. Donc bon. Avec des hauts, des bas, bien sûr, des gros moments de doute, mais bon, l'avenir nous... Mais tu résistes. Voilà. Tu résistes et c'est très beau. On résiste grâce à un gros pilier de cinéphiles, de passionnés, de gens qui nous soutiennent, qui sont tout le temps là. Quand il y a le Covid, les moments durs, ils sont au taquet pour c'est ce que je vois aussi au travers de ma chaîne, c'est-à-dire je rencontre énormément de gens passionnés par le support physique et tout ça. Et c'est ça qui est comme intéressant de pouvoir faire perdurer tout ça, en fait, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est sûr, je pense que quand on parle de l'avenir du DVD, quand on parle de la pérennité, je dis effectivement le DVD dans sa base, un peu comme on avait dans les vidéoclubs, la galette simple. Ouais. Ça, peut-être que c'est appelé à disparaître, peut-être. Mais après, non, les éditions, par contre, collector, avec des bonus. On sait ce qu'on est. Voilà. On est de plus en plus sur ce genre de choses. Là, les gens, ils achèteront toujours parce que c'est bien les plateformes de streaming, mais bon, t'as pas tout ça dessus. Oui, puis t'as pas non plus. Il y a des films que tu vas ne trouver que ici, que en vidéoclub aussi, ou que en support physique. Il y a des trucs que tu ne trouveras jamais sur les plateformes de streaming. Moi, j'ai souvent des jeunes qui viennent soit pour étudier et autres, et dernièrement, j'ai eu de Paris-Dauphine, donc en économie. Donc je trouvais ça un peu étonnant pour le modèle. Et donc je leur ai donné mon catalogue, tout, et vraiment ils ont fait une étude en étant abonnés à toutes les plateformes. Donc bien sûr Netflix, Amazon, Prime, en passant par Mubi, les Cinétech et autres. Ça couvre même pas 80%
de ce que j'ai dans le magasin. Mais oui. Sachant que, étant abonné à toutes ces plateformes, tu es presque à 500 balles par an en plus. Hein. Parce que ça coûte 10. Généralement, ça coûte 10 euros. On te dit c'est 10 euros, mais voilà. En plus, si tu veux la qualité, c'est pas 10, c'est 15 ou 20. Oui, si tu les veux en HD ou autre, ça c'est encore un coût en plus. Donc, c'est sûr que voilà, on a un retour depuis le Covid de pas mal de jeunes, tu vois, qui ont bouffé pas mal justement de plateformes pendant le Covid, et puis qui disent là, les séries et tout, faut peut-être. Ça leur a mis le pied dans une passion. Et maintenant, ils ont besoin un peu de quelqu'un pour transmettre. Bien sûr, voilà, ça, un passeur. Voilà. Ça, c'est très important. On a ce rôle-là de passeur et de leur faire découvrir. Bien sûr. Toi, le magasin, c'est 3 pièces, comme tu as pu remarquer, séparées, où tu as le cinéma américain, le cinéma français et le cinéma du monde. Et souvent, ils vont prendre un film dans chaque catégorie. En plus, ils sont généralement tous adhérents, donc on leur offre un 3e film. Donc souvent, ils nous disent, vas-y, le 3e, on te fait confiance. Et souvent, ils vont revenir en disant, ouais, les 2 que j'ai choisis sont bien, il fallait que je les regarde. Mais là, le 3e, là, celui-là. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi le conseil, parce que voilà, déjà, tu connais énormément de films à travers le temps, et puis tu connais tes clients aussi, tes fidèles clients, tu sais ce qu'ils aiment. Et un film que je vais conseiller à un client, je ne vais pas le conseiller forcément à un autre. Exactement. Ça peut arriver des fois que je vais conseiller un film à un client qui est derrière, ouais, t'es vache et tout, c'est pas top. Comme je dis, ouais, non, mais. Je te l'aurais pas conseillé à toi, mais lui, je sais qu'en ce moment, en fonction de, parce que on en a, j'ai des clients qui viennent depuis qu'ils ont 5-6 ans, quoi. Donc maintenant, c'est des grands gaillards, donc on connaît, T'as vu l'évolution, on connaît leur vie, donc je sais que quand il me dit, voilà, ça va pas trop en ce moment, allez, ça va, voilà, ça va le faire. Et c'est comme un bon disquaire, comme un bon libraire. C'est pas le même. Le relationnel est extrêmement important, donc ça, c'est quand même quelque chose de bien. La Roquette, si vous l'avez pas vu, c'est excellent, quoi. C'est tiré d'une histoire vraie, Rasta Roquette. Et si vous aimez bien, il y a un autre film qui s'appelle Eddie the Eagle. Et c'était la même année. Eddie the Eagle, c'est pareil, c'était un petit British. Un peu fou, depuis qu'il était gamin, il voulait absolument participer aux Jeux Olympiques, donc il se levait le matin, il préparait son cartable, il disait à ses parents, je pars, je vais faire les Jeux Olympiques. Alors quel type de support physique on peut retrouver ici, Christophe? Alors essentiellement des DVD. Oui, c'est ce qu'on a pu voir. On a des VHS, parce qu'il y a encore quelques films qui n'ont pas été édités en DVD. Ça commence à être rare, je te montrerai. Ou alors c'est nous qui les avons pas encore achetés, donc tant qu'on n'a pas le DVD, on garde la VHS. D'accord. Je crois que c'est hier encore que j'ai loué une VHS à une petite jeune actrice, je pense. C'est Tapage Nocturne. D'accord. Elle dit qu'elle le trouve nulle part. Sur les plateformes, n'en parlons pas, mais même en DVD. Il y a encore des films qui n'existent qu'en VHS. Elle a besoin de le voir parce qu'elle va jouer un rôle de l'actrice, voilà. Et elle est partie avec le magnétoscope sous le bras et la cassette vidéo. Ah oui, donc tu peux louer je prête le magnétoscope. Généralement, quand j'ai un jeune ou une jeune fille comme elle, 25 ans, qui me dit ouais non mais moi je veux voir le film, je trouverai un magnétoscope à l'autre bout de la terre s'il faut. Je lui dis la cassette, je te la prête, le magnétoscope, le cordon, je te prête tout, le sac. Allez, je te prête tout, c'est gratos. Parce que bon, vraiment, tu te dis ils sont motivés et ça fait plaisir de voir des jeunes, jeunes un peu motivés. Donc voilà, on a essentiellement donc des DVD, un peu de Blu-ray, mais on a eu du mal à le faire. J'ai eu du mal à faire décoller le Blu-ray. Je pense que ça s'adresse effectivement peut-être plus à des collectionneurs qui vont vraiment l'acheter pour avoir les versions, les bonus sûr, et tout. Sûr. Et c'est vrai que... Puis le DVD, c'est vrai qu'il y a déjà un nombre de titres qui est beaucoup plus impressionnant en DVD que en Blu-ray. J'avais fait une émission sur le support physique, justement sur le DVD. Justement, on t'avait parlé de la pérennité, mais j'avais appelé le titre de ma vidéo, c'était le DVD, le support de la pérennité. Mais oui. Parce qu'effectivement, c'est toujours ce support-là qui reste, qui passe à travers les âges, en fait. Et puis la promotion du DVD avait été aussi très bien faite. Donc voilà, c'est sûr que le DVD, c'est un support important. Est-ce que tu as encore des droits locatifs sur certains titres? Alors les droits locatifs existent toujours chez certains éditeurs comme Disney. Voilà, quelques-uns je les ai pas en tête, mais après effectivement la Warner a lâché l'affaire, tout ce qui est France Télévisions aussi. Donc après tu te procures le film. Donc on les achète quand même auprès d'un grossiste en droit institutionnel. D'accord. Qui va nous donner en locatif ce qui existe en locatif et qui va nous donner en édition.
c'est locatif parce qu'il y a quand même un sticker, il est siglé, mais c'est plus comme dans le temps, tu sais, les DVD Fox, Pâté Repas, où tu avais la double jaquette, voilà, la promo qu'elle est avec, la totale, ou carrément le gros siglage. Souvent maintenant, c'est la même boîte avec un simple autocollant. Qui est des fois plus l'exclusivité temporaire. En plus, il n'y a plus la fenêtre locative, ce qui était le cas. Donc, ils ont un peu abandonné. Et tu payes quand même le film. Et on le paye un petit peu plus cher, mais bon, c'est plus les 80 € comme au début. Tu pourrais pas acheter un film dans le commerce et te le mettre en location comme ça. Je pense que après, effectivement, ce qu'on appelle un peu les fonds de catalogue c'est la Warner Bros. Il y a quand même écrit au dos autorisé à la vente à la location. Ah oui, voilà, oui. Donc là, celui-ci, je dirais que tu ailles l'acheter à la Fnac ou ailleurs, il est siglé au dos, donc il n'y aurait pas de souci. Après, quand il n'y a rien écrit. Mais France Télévisions, si, le fait, autorise à la vente à la location. Ça commence. Certains qui se disent, ils usent plus d'encre, à mon avis, à écrire interdit à la location. Pour les 10 vidéoclubs qui restent. Après, je pense que dans la mention, c'est qu'ils veulent l'interdire aussi peut-être aux colonies de vacances, aux clubs dans son entièreté, vu qu'il y a le droit institutionnel pour les médiathèques. Moi, c'est un peu, c'est en train de se péter un peu. Et je crois que d'ailleurs, le grossiste que j'ai, celui que j'avais encore l'année dernière, a fermé. Donc je crois qu'il en reste plus qu'un. Et normalement, c'est comme un monopole d'État. Le mec, il peut faire la pluie et le beau temps. Donc normalement, dans une économie de marché, ça marche pas trop, ça. Un seul fournisseur qui fait la pluie et le beau temps, qui te dit ça je veux, tu peux pas. Donc à mon avis, même légalement, si ça se trouve, c'est peut-être un petit peu chaud maintenant leur histoire de droit locatif. Peut-être, je sais pas, je veux pas me prononcer dans cette histoire. Dans un grand débat. T'as combien de films au total, en tout support confondu? Il y a un peu plus de 25 000 DVD. Et je dois encore avoir... au sous-sol, j'ai encore 15 000 VHS. Ah oui, 15 000 VHS, c'est absolument incroyable. Et dans le magasin, je dois encore en avoir 500-600, quoi. D'accord. Donc au total, on va avoir 25-30 000 références. 30 000 références, c'est quand même Oui, on a de quoi, comme je dis souvent, faire passer les grosses soirées d'hiver. Oui, c'est ça. Après, effectivement, on pourrait en avoir beaucoup plus. On pourrait charger le magasin, parce que j'ai même quelques films au sous-sol que je pourrais mettre en... Je préfère en avoir un peu moins, qu'ils soient tous quand même bien présentés. Tu vois, quand tu regardes le cinéma italien, c'est en facing, chaque film a un peu un écrin, entre guillemets, plutôt que de trop entasser. Du coup, les gens, ils savent, ils ont un peu de mal à trouver. T'as une double... Oui, parce que vu que c'était des rangements pour les VHS. Oui, non, mais bien sûr, forcément. On a une capacité de stockage. À l'époque, il y avait 25 000 VHS. Donc ça veut dire qu'on peut au moins tripler en DVD. Mais le magasin n'était pas agencé de la même façon. Les supports sont plus petits, effectivement, c'est plus simple. Il y avait des rayonnages et tout ce qu'on essayait un peu d'ouvrir, notamment cette pièce-là, comme on fait des projections. Soit de courts-métrages, où on fait des petits événements, où on essaye d'inviter. Des événements uniquement pour la sortie DVD, parce qu'on ne va pas faire un événement pour le cinéma. Donc là, on va faire un événement sur la sortie un peu en retard du Consentement, le dernier film de Vanessa Philo, où c'est juste pour justement la sortie du DVD. Faire une petite projection du DVD pour expliquer s'il y a des bonus, des versions commentées et autres. Et puis que la réalisatrice, l'autrice et les acteurs, parce qu'on va voir Kim Michelin, donc la réalisatrice, l'autrice, Vanessa Spingora, normalement Jean-Paul Rouve en voisin qui doit venir parce qu'il habite à côté, Kim Michelin et le producteur, pour discuter un peu du film, inviter les clients, boire un coup, et surtout parler de la sortie du DVD. Pas faire la sortie cinéma, faire la sortie du DVD. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert un petit peu la pièce pour pouvoir mettre des chaises et faire des petites dédicaces et s'installer pour faire des projections. Donc du coup on peut pas mettre autant de DVD qu'on voudrait, mais après les gens ils me le demandent, je vais sur listing et puis on va leur chercher. Donc on en vient à la question suivante, donc effectivement tu as pas mal de célébrités quand même qui brassent un peu ce... Je pense que les gens qui aiment le cinéma, ils consomment, entre guillemets, ils vont acheter les revues, ils vont acheter du DVD, ils vont sur les plateformes, ils vont dans les vidéoclubs. Et et puis c'est devenu une denrée rare, donc voilà, c'est quelque chose, c'est un patrimoine en quelque sorte. Pour que la jeune fille vienne quand même du 9e arrondissement, c'est mitoyen, pour venir chercher sa cassette vidéo et son magnétoscope, c'est que c'est quand même elle en veut un peu. Donc oui, on a des gens, des étudiants qui viennent de plus en plus loin. Historiquement, la zone entre guillemets de Chalandise, c'était vraiment le quartier, parce que sur la rue Colincourt, il y en avait 7 des vidéoclubs, il n'y a plus que nous. Donc
Il n'y avait pas besoin de marcher beaucoup. Là maintenant, on a des gens qui viennent de plus loin, donc même on s'est adapté au niveau des tarifs, des prix, que les gens puissent en prendre plus et garder plus longtemps. Qu'avant c'était vraiment le retour le lendemain, quoi. Le DVD c'était à cause du système du droit locatif, contrairement aux Américains qui avaient le système du partage de revenus. Donc ils achetaient les DVD $3 à la quantité qu'ils voulaient, parce que $3 quand tu immobilises $3 c'est rien, avec une interdiction de revendre le film normal. S'ils payaient le prix qu'il coûtait à fabriquer. Après, c'est comme ça que sont nés des Netflix ou autres, parce qu'ils pouvaient t'envoyer les DVD par la poste et les récupérer 15 jours après. Nous, avec le droit locatif, un DVD que tu as acheté 90 €, faut vite que tu le récupères le lendemain, pour vite te refiler à quelqu'un d'autre, parce que ta fenêtre d'exploitation d'une nouveauté, c'est quoi? C'est 3 semaines, 1 mois. C'est ça. Voilà. Bon, maintenant, on a un gros catalogue, donc on peut laisser partir les films 3, 4 jours, une semaine. J'ai agrandi le bébé. C'est la suite. C'est la suite. Et ça, je ne l'avais plus, celui-là. Je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Donc c'est un peu dans le même style. Ouais, parce que Maman, j'ai raté l'avion, visiblement il est loué. On va regarder dans l'ordinateur. On prend ça parce que je pense que tu ne l'as pas vu. Et dans l'ordinateur, on va regarder si Maman, j'ai raté l'avion n'est pas disponible. Au pire, sinon ça sera celui-là. Ça ira? Oui. Super. Alors donc on en vient effectivement donc à la clientèle. Quel genre de clientèle tu as? Alors donc tu as des fidèles effectivement qui sont là depuis très longtemps. Et comment tu vas fédérer par exemple des nouveaux clients ou des choses comme ça? Comment ça marche? Alors la clientèle, elle a évolué forcément sur ces dernières années. Au début, mais c'est bien, ça a évolué dans le bon sens. Parce que, avant, effectivement, on avait les gens qui venaient essentiellement prendre des nouveautés. Tu vois, donc ça se parlait pas trop. Tu vois, ils venaient un peu ici comme ils seraient allés dans un distributeur. Donc hop, ils prennent leur film, la nouveauté, toc toc, ils te la rapportent. C'est des gens qui sont certainement beaucoup passés dans la VOD maintenant. D'accord. Donc c'est embêtant parce que ça fait de la clientèle en moins. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Mais du coup, on a gardé les gens qui étaient plus cinéphiles. Donc, on a un peu plus de temps à leur consacrer, du coup. Donc, c'est vraiment plutôt une clientèle cinéphile. À discuter, ici. Voilà, à discuter avec eux. Donc, la clientèle, il n'y a pas de tranche l'âge, c'est vraiment comme tu as pu voir, des gamins de 5 ans, 30, 40, jusqu'à 70 piges. Il n'y a pas de... C'est des gens curieux. Alors, effectivement, les clients plus anciens, ils vont toujours aller plus vers les nouveautés, parce qu'ils ont quand même vu pas mal de classiques. Mais le retour des plus jeunes, là, c'est super excitant parce que tu vas leur donner un Orange Mécanique, ils vont te le rapporter en disant mais ça c'est fabuleux. Et là je vais être sur facile parce que Orange Mécanique, généralement ils l'ont vu, mais sur des films un petit peu plus rares, ils te le rapportent, ils disent mais ça c'est le plus beau film que... Ou quand tu leur donnes, tu dis mais qu'est-ce que j'aimerais être à leur place, quoi. Découvrir ce film pour la première fois. Donc voilà, la clientèle, tu vois, c'est tous les âges, mais effectivement quand même plus cinéphile maintenant. J'aime pas trop le mot cinéphile, ça fait un peu des gens curieux. Oui, des gens curieux. Puis il y a des gens qui découvrent ton vidéoclub pour la première fois aussi, ça peut arriver aussi. Oui. Alors généralement, quand ils ont, quand on pousse la porte, t'as toujours ceux qui passent devant. C'est un peu Jackie, quoi, comme on dit, parce que c'est peut-être des gens qui ont connu les vidéos futures, les chaînes un peu aseptisées, qui sont jamais rentrés dans un vidéoclub indépendant. Mais une fois qu'ils poussent la porte, et puis d'accord, et là généralement c'est bon, ils signent tout de suite. Et voilà, donc ils signent tout de suite, donc ça c'est quand même cool. Chabin Savary, François et Hermel. Vous êtes tout le monde. Oui, c'est super. Ce sera 4,50. On arrondit à 4,50 alors. C'est 4,20. Et alors, petite question coquine, si je puis dire, t'as encore du X ou des choses comme ça ou non. Plus du tout? Et ou de la demande même, éventuellement? Alors, il n'y a plus de X parce que je voulais quand même que le magasin, il y en a eu. Quand j'étais plus jeune et que je venais ici, il y avait un petit coin, parce que le magasin n'était pas agencé de la même façon, il y avait un petit coin avec le petit rideau. Même le vidéoclub, historiquement, la personne qui l'a créé, qui l'a gardé 2 ans uniquement, vivait dans la pièce dans laquelle on est. Parce que là, on voit d'ailleurs que c'était une cuisine avec le carrelage, la cheminée. Vivait dans cette pièce-là. Le vidéoclub était que dans le fond. Et ça s'appelait SOS Cassette. Et il livrait les cassettes vidéo avec sa mobilette. Il a fait ça 2 ans. D'ailleurs, l'enseigne, quand on démonte l'enseigne, on voit encore SOS Cassette. Et il livrait énormément de films X. Dans le quartier,
il y a toujours eu un petit historique un peu coquin. Oui, bah oui. Il y avait pas mal de boîtes, de clubs, et il Uh-huh. livrait les cassettes vidéo. Il a fait ça 2 ans. Ah ouais. Donc après, la personne qui l'a repris et qui l'a gardé une vingtaine d'années, donc à qui je l'ai repris, avait gardé un peu de X, mais ouais, voilà, derrière le rideau, dans cette pièce-là. Et moi, bon, il y a quand même Pigalle en bas. Ouais, bah oui. Voilà. Forcément. Je voulais que le magasin soit ouvert vraiment à tout le monde. Uh-huh. Et donc j'ai viré le X, tout le X est au sous-sol. Voilà, les gens qui veulent du X, il y a Pigalle à 5 minutes. Oui, oui, oui. De la demande, j'en ai plus. Oui. Maintenant avec Internet, je crois que... Oui, bah, c'est sûr, avec Internet. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le X. Il faudrait être spécialisé dans le X, Ouais. ce qui n'est pas mon cas. Donc la question coquine, non, on n'a plus. Ok. Et quand tu étais client donc, dans ce vidéoclub, est-ce que tu as eu l'occasion aussi d'avoir de la location de laserdisc? Alors moi, parce que le laserdisc, c'est un support que j'affectionne particulièrement, tu verras si tu découvres un peu la chaîne. Du coup, bah, c'est vrai que moi j'ai connu avec un ami à moi donc, qui avait donc un grand vidéoclub à Nancy, Nancy Vidéo, et donc lui il faisait effectivement du laserdisc, mais je m'aperçois qu'il n'y en a pas tant que ça qui faisait de la location de laserdisc. Alors, je ne sais pas si tu as connu ça. Alors moi, il y en avait, quand je venais comme client, il y en avait un petit peu. Oui. Mais tu vois, comme il a raté un peu après le DVD, c'est un peu... On compte le rater Bah en le tournant. Mais le laserdisc, il en avait un petit peu. Un support de niche. Hein. Mais ouais, non. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai repris le magasin, il n'y avait plus de laserdisc. Il avait dû déjà les revendre, il avait dû s'en séparer. Okay. Donc, même moi, j'ai pas eu de lecteur. Je suis passé directement du magnétoscope au DVD. Voilà. Comme beaucoup de gens, évidemment. Hein. C'est vrai que c'est resté un support de niche, effectivement. Et est-ce que toi, en tant qu'homme, entre guillemets, est-ce que tu collectionnes aussi pour toi, chez toi? Alors, est-ce que tu as aussi des collections? Comme je fais de la musique, ouais, j'ai une collection, mais de vinyle. De vinyle, bah oui. Voilà, du on va vinyle. bien s'entendre, parce que j'affectionne c'est le vinyle. Le CD, j'ai eu un peu, j'en ai eu et j'en ai parce que c'est incontournable, mais bon, le support est pas super kiffant, le son, peut-être. Oui. Ah bah, le vinyle a un certain cachet, forcément. Je préfère le vinyle. Moi, je ne renie aucun format de son. C'est vrai qu'après le vinyle, il y a quand même la pochette, c'est tout un. Il y a la pochette, tu peux quand même pour les créatifs, ils peuvent bien délirer sur un format qui est quand même. Puis le plastique du CD, c'est pas top. Bah non. Donc j'ai beaucoup de CD, beaucoup de vinyle. Après, j'ai eu beaucoup de VHS. Ouais. Parce que j'avais mon frère aîné qui bossait dans une boîte de duplication pour les vidéoclubs, justement. Oui. Donc les studios arrivaient avec le master. Et à l'époque, c'était une pièce avec 5000 magnétoscopes. Parce qu'on envoyait le master, et c'était des magnétoscopes qui gravaient les cassettes vierges. Et donc ils rentraient tous les soirs, mais on n'avait même pas les boîtes, ils rentraient tous les soirs avec une cassette. On avait le catalogue à la maison et la chambre était tapissée de cassettes vidéo. Qu'on s'est séparés quand j'ai pris le vidéoclub en fait. Parce que bon, ça faisait doublon, parce qu'elles étaient toutes ici. Et puis après, les quelques DVD que j'ai chez moi, ça va être des collections un peu, voilà, les classiques. Comme je les ai ici, bon, Oui, c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Je pense que mais je pense qu'il y a beaucoup de gérants de vidéoclubs qui doivent avoir des collections chez eux. C'est vrai que moi, ma collection, je dis c'est le jour où je partirai d'ici, je partirai avec mes DVD, quoi. Donc pour l'instant, je les laisse là. S'il y en a que je sais plus rares, oui, c'est ceux que je garde chez moi, que je déballe pas, que je garde pour mes vieux jours. Mais bon, le truc, c'est que dès que j'ai un film, j'ai envie de le partager. Donc le meilleur endroit pour le partager, c'est en l'amenant ici. Et comment tu vois l'avenir, alors justement, du vidéoclub, de toi, comment tu ressens ça? L'avenir, autant à un moment j'étais un peu pessimiste. Moi j'ai eu la chance, il y a 1 an, donc post-Covid, où ça devenait difficile, où on avait fait des cagnottes pour que les gens nous aident un peu pour le loyer, pour la perte d'exploitation. Et j'ai eu la chance qu'un gros producteur qui habite le quartier me soutienne. Et on a fait un peu pression parce que j'étais locataire du local. Donc c'était c'est le premier truc, tu bosses les 15 premiers jours pour payer ton loyer. Ah oui, c'est sûr. Et, surtout sur Paris. D'avoir donc cette personne, on a fait pression auprès de ma propriétaire pour qu'elle revende les murs. D'accord. Donc ce qui fait que déjà maintenant au niveau du loyer, c'est beaucoup plus souple. Ah oui. Mon nouveau propriétaire, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Si ça va, ça va, si ça va pas, ça va pas. Et généralement, la plupart du temps, voilà. C'est donc. Et puis, donc l'avenir,
je l'entrevois plus cool. Et je me dis que pourquoi pas, ça se trouve, il y a peut-être des jeunes là qui viennent en ce moment, qui ont peut-être 15, 20, 25 ans, qui se disent bah ma foi c'est sympa comme boulot et pourquoi ils tenteraient pas l'aventure dans 10 ans quoi. Je lâcherai l'affaire. Je sais pas s'ils n'ont pas envie de monter une start-up ou d'être Elon Musk. Et encore une fois, c'est la transmission. Voilà. Qui veulent vivre d'un petit salaire et de vivre surtout d'une passion. C'est pas impossible, il y en a peut-être un là qui va me taper sur l'épaule dans une dizaine d'années, qui va me dire non mais Christophe, faut pas lâcher parce que moi ça m'intéresserait derrière. Je sais pas, peut-être que je fantasme un truc, mais non, voilà. Mais ça serait beau. Comme maintenant avant, j'étais pris par le temps en me disant s'il se dépêche pas ce bonhomme, oui, ça va être dur. Là maintenant, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc peut-être que. Donc ouais, c'est. Puis il y a quand même un retour. Voilà, il y a quand même un petit retour des plus jeunes qui te donnent la niaque, quoi. Oui, bien sûr. Continuer l'aventure. Bonjour Adrien. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu étais venu chercher ici Où est-ce qu'il est À la base, j'étais venue chercher Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Tu l'as déjà vu? Oui, le 1, mais pas le 2. C'est ton film préféré? Non, c'est pas mon film préféré, mais c'est possible à le voir. Il est loué. Ouais. Et c'est quoi ton préféré? Mon préféré, ça doit être Les Trois Mousquetaires. En film? Oui. Ah ouais. Et vous venez souvent dans le vidéoclub ici? Moi, régulièrement. T'as l'habitude? Oui. Et qu'est-ce qui te plaît là dans le vidéoclub? C'est que déjà, il y a plein de films. Et qu'ensuite, vu qu'il y a plein de films, on peut en choisir d'autres sans que vraiment nous limiter. Alors, quel est ton premier film, Christophe, que tu as rentré ici dans ce vidéoclub? Le premier film en DVD, oui. Les DVD numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les Kubrick. En fait, voilà, on a commencé les DVD par les films de Stanley Kubrick. Et puis très vite derrière les Hitchcock, mais voilà, les premiers DVD. Le DVD numéro 1 dans le vidéoclub, je crois que c'est Barry Lyndon. D'accord. Et c'est donc toi qui as rentré ce DVD, puisqu'avant on était sur de la VHS. Il y avait 1000 DVD. Ouais. Et quand il est parti, en fait, j'ai récupéré que les cassettes vidéo. Ouais, t'as récupéré que les cassettes vidéo. Donc du coup, il fallait te renouveler. Fallait tout renouveler en DVD. Voilà. Donc le premier DVD du vidéoclub, les 10 premiers, c'était les films de Kubrick. Ok. Un film. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller là, le film du moment, le film que tu as envie de conseiller, ça serait quoi? Cette année a été une bonne année. Oui, ça a été une bonne année, même dans le cinéma français, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que tu as des films comme Le Consentement, Le Ravissement, Le règne animal l'été dernier, L'amour et les forêts. Bien sûr, le film de Michel Gondry, Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, ouais. Allez, j'essaierai d'être un petit peu dans les chemins de traverse avec le dernier film d'Aki Kaurismäki, Les Feuilles mortes. Les Feuilles mortes. Ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Il reste fidèle à ce qu'il a toujours fait. Simple, beau, bien écrit, quand même avec une fin heureuse, même si on ne la sent pas au premier abord. Mais oui. Après, c'est du cinéma. Aussi, c'est qu'il y a des films avec différents niveaux de lecture. On peut le voir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. On a des sensations différentes aussi. Voilà, c'est du cinéma. Effectivement, même si de cœur, le livre des solutions, parce que Michel Gondry est quelqu'un qui vient depuis longtemps, avec qui on fait toute une petite ligne de t-shirts, puis qui a toujours été là pour... alors, pas celui-là. Non, pas celui-là. Mais par contre, là... là c'est écrit dessus, je soutiens mon vidéoclub de quartier. Voilà. Mais sinon après oui, Michel Gondry nous a fait il a fait ce dessin-là. Ah oui. Et puis ce dessin-là aussi qu'on retrouve en hommage à Soyez sympa rembobiné. Bien sûr. Alors, je voudrais louer SOS Fantôme si vous l'avez en rayon. SOS Fantôme? C'est déjà sorti ça? Attendez, c'est un film d'horreur? Vous êtes sûr? Ouais. Oh, ça peut être intéressant. Justement, petite. C'est cool d'avoir quand même un soutien comme ça. En petite histoire, Michel
venait beaucoup à ce moment-là au magasin. Il venait de faire Eternal Sunshine. Ouais. Et c'était un été. Il est musicien, bon je suis musicien, il est batteur. Et il me dit j'ai un projet de film. Je viens de rencontrer le chanteur du groupe, Roger Daltrey, qui était le chanteur d'Eu, et qui a les droits d'un film sur Kiss Moon, le batteur emblématique d'Eu. Et il dit je vais peut-être faire un film sur Kiss Moon. Il avait Mick Meyer qui était censé jouer le rôle du batteur. Ouais. Bref, donc étant fan, je ne sais pas si c'était une façon de m'aborder. On a beaucoup discuté. Oui. Puis à la fin de cet été, de cet été-là, il rapporte son film. Il dit je vais plus venir. Je pars à New York. Je dis ouais, j'espère que ton film. Et là il me sort non, j'ai une autre idée. C'est l'histoire de 2 mecs qui bossent dans un vidéoclub. Alors moi je lui dis ouais non, c'est un joke. Ouais. D'autant plus voilà. Et tous les soirs quand il venait, il y avait mon frère et moi, tu vois, donc l'histoire de 2 mecs qui... Je pensais vraiment que... Et il me dit non, ils ont des cassettes vidéo. Alors là encore plus, tu vois, il nous restait des cassettes vidéo, il y avait déjà quand même le DVD, je pensais... Et il avait son pitch, les cassettes vont s'effacer, je sais pas trop, il me sort son idée, mais je pensais que c'était une blague qui se foutait de notre... vraiment qui se moquait de nous. Il part, on le voit pas pendant 6 mois, il revient. Donc je lui dis alors le film sur Kiss Moon, il me dit non, mais je fais mon film sur les mecs qui bossent dans un vidéo. Alors là c'était vraiment en poste, il avait Jack Black, c'était... En fait, il était en train de faire Soyez sympa, Robobiné. Ouais. Donc il nous a fait un film culte, qui est un super film en hommage au vidéoclub. Et d'ailleurs, voilà, il nous a fait un petit tote bag en souvenir de ce film. Tout à fait, il est là-bas également. Ouais. Ah bah non. Bonjour, je peux vous aider? Elle est vierge. Je vous demande pardon? J'ai rembobiné la cassette plusieurs fois et il n'y a rien dessus. Ah ouais? Vous avez vérifié le... Bien sûr, j'ai vérifié. Il faut nettoyer les têtes de lecture de temps à autre. Je sais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ça bouffe les cassettes. Je vais la mettre dans le magnéto et voir ce que c'est. Excusez-moi, cette cassette elle fonctionne pas. Tiens donc. Je vous demande pardon. Au revoir. Donc voilà, pour les petits films, bien sûr le livre des solutions parce que c'est de cœur. Mais après voilà, même, je pourrais conseiller Yannick parce que c'est l'émergence du grand Raphaël Quenard. Mais non, on a eu une bonne en film français et étranger, on a une bonne année donc. C'est toujours difficile, voilà. Puis comme j'essaye de m'adapter, tu sais. Voilà. Oui. Le petit Beau is Afraid aussi, là, ici, avec une performance hallucinante de Joaquin Phoenix, de Ari Aster, que j'affectionne beaucoup. Il avait fait donc Hérédité et Midsommar. Entre autres, ouais. Donc ça c'est des réalisateurs un peu émergents comme ça qui font des choses intéressantes que j'aime suivre en fait. Non, ça c'est quand même sympa. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Alors le système de location, c'est un petit peu à l'ancienne en fait. À l'ancienne. Tu prends ta petite étiquette. Voilà, et quand l'étiquette n'est pas là, c'est que le film n'est pas disponible parce que comme les films, on les a en plusieurs exemplaires. Plutôt que de mettre 3-4 boîtes en fonction du nombre d'exemplaires, on n'en met qu'une et puis on met le nombre le nombre d'étiquettes. Puis après, sinon, les gens prennent... Si tu as par exemple 3 fois le film, tu as 3 étiquettes. Il y aura 3 numéros différents du film. Numéros différents, ok. Ce qui est moins le cas maintenant, parce qu'avant, on avait carrément l'étiquette d'une couleur pour la cassette, pour le DVD, etc. Bon, maintenant c'est que du DVD. Et puis, il faut que ce soit des gros titres maintenant pour qu'on en ait plusieurs exemplaires, parce qu'on arrive à gérer, plus facilement maintenant. T'as des cartes d'abonnement aussi, je suppose? Ouais, bien sûr. On fonctionne vraiment à l'ancienne. Tu peux nous expliquer comme ça à l'ancienne, pour t'inscrire, en fait, c'est le classique, en laissant soit un chèque de caution ou une empreinte de carte bleue. Puis après, on a le système vraiment traditionnel des vidéoclubs. On a gardé le système d'adhésion. D'accord. Parce que pour nous, c'est important d'être adhérent au vidéoclub parce que tu fais partie du club. Effectivement, en étant adhérent, tu as des avantages à être membre du club. On offre un 3e film quand les clients prennent 2. On offre les films enfants. Les tarifs sont spécifiques lorsqu'on est adhérent. Et donc du coup, le tarif va de 4 € à 2 € par film, avec toujours la possibilité d'en avoir 3 pour le prix de 2. Donc, quand on parle des tarifs qui n'ont pas bougé depuis plus de 20 ans,
pour 2 euros, pour 4 euros, tu peux avoir 3 films. D'accord. Donc bon, ça reste quand même une façon de se divertir et de se cultiver à la portée du plus grand nombre. Peut-être plus que la multiplication des offres en VOD. Oui, oui, largement. Donc puis c'est à l'acte, en fait, tu viens, tu payes, tu viens pas, tu payes pas. Et tu peux louer le film combien de temps du coup? On reste quand même sur plusieurs possibilités. Voilà, les nouveautés, on reste encore quand même sur 24 heures. Mais après tout le reste du magasin, notamment quand on a des jeunes qui veulent ou des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, qui vont en prendre 3 ou 4, ça on se met d'accord, ils les gardent. D'accord. Voilà. Non, mais on s'adapte. C'est important d'avoir un petit peu cette flexibilité. Voilà, c'est plus charrette dès le lendemain. Il y a des gens qui vont en prendre 5 ou 6, on leur dit vas-y, garde-les une semaine, 10 jours, on s'adapte. C'est plus comme dans le temps hyper tendu, quoi. Et est-ce que tu proposes de la vente aussi? Parce que chez le concurrent JM, effectivement, lui, il faisait location-vente. Alors, pour vivre, hein, parce que ça l'aide aussi à vivre. Est-ce que toi, tu fais aussi ça? On fait un petit peu de vente. Oui. Alors, le premier, c'est des films un peu rares que les gens vont nous demander et qu'on va essayer de trouver. Ouais, d'accord. Et puis après, il y a le déstockage de tout ce qu'on a en double ici, qu'on n'a plus besoin, dans nos cases. Donc on a un petit rayon en vitrine de vente. D'accord. Mais on ne peut pas avoir les 25 000 films en magasin en vente. Ouais. Donc ça va être plus de la commande. Oui, ou alors à Noël, on va faire des OP, des opérations à Noël avec des coffrets collector ou autres. Mais le gros de ton truc, c'est vraiment la location. Le gros de l'activité, c'est la location. C'est quand même absolument incroyable en fait de tenir le coup encore sur la location, puis effectivement un peu de produits dérivés, parce que c'est vrai que les t-shirts, les tote bags, ça rajoute un petit peu. Puis essayer de trouver d'autres produits. En fait, voilà, les t-shirts, tu peux les trouver qu'ici. C'est essayer de trouver des produits qu'on ne trouverait qu'ici. Donc on a des idées peut-être de... des mugs, des trucs comme ça. On pourrait. Ah oui. Après, on pourrait, mais on a des idées. Aussi de venir dans un endroit comme ça, encore un résistant du vidéoclub, et puis voilà, d'avoir son souvenir, effectivement, moi c'est... On a des idées de produits un peu, mais voilà, qu'on trouverait uniquement ici, soit des bouquins avec des recommandations, des petits tickets pour choisir le film au hasard du soir, voilà, mais des petites choses très, très personnalisées. C'est vrai que le DVD arrive à te placer niveau prix face à des Fnac ou même des Amazon, ça commence à devenir difficile. Donc voilà, difficile. Par contre dans des éditions collector, on revient toujours au même truc, pas la petite galette toute simple. Si c'est pour vendre le DVD simple, bon voilà, je préfère le louer. Après des belles éditions collector, comme on a des éditeurs comme Carlotta, le Chat qui fume, Wildside à une époque qui fait un peu moins, mais Potemkin, etc. Effectivement, c'est des vrais éditeurs qui font un vrai boulot, quoi. Le Joker aussi, Joker, The Host, d'ailleurs, qui est sorti dans une superbe édition avec un storyboard. Et Joker qui distribue le dernier film de Michel Gondry aussi. Donc qui fait un peu des deux. Non, puis c'est essayer de miser aussi sur des événements, tu vois, voilà. Comme on a parlé tout à l'heure, l'événementiel. Histoire de fédérer un peu les gens, faire venir les gens. Et puis faire peut-être dans le futur un petit ciné-club, comme on va pouvoir aménager la pièce du fond. C'est mon rêve. Un petit ciné-club juste pour une petite vingtaine de personnes pour l'animer. Donc ça, on a des étudiants, on a la Fémis à côté, on a des étudiants qui sont prêts à venir pour... Donc comme on entrevoit l'avenir un petit peu plus sereinement, on va pouvoir maintenant se projeter dans des petits événements à venir. Des petits événements, effectivement. On va passer à une partie un peu plus personnelle, si j'ose dire, avec quelques petites questions comme ça, à la volée. Par exemple, ton film préféré, est-ce que tu as un film vraiment de chevet que tu aimes regarder moult fois dans l'année, ou quelque chose comme ça? Non, parce que en fait, ça change. Oui. Tu vois, je veux dire, celui qui était mon préféré d'il y a 10 ans, puis, effectivement, il y a des films qui m'ont marqué, comme Blade Runner. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Comme même Scarface, que j'avais découvert au cinéma à l'époque, c'était interdit aux moins de 16 ans. Je devais en avoir 14. À l'époque, tu rentrais dans les ciné, c'était des fois un peu chaud, donc tu vois, tu te fais presque une moustache là, tu vois, tu pourrais essayer d'aller. Voilà, donc il y a des films qui.
Donc j'ai pas, mais j'ai quelques films qui m'ont marqué. Oui. Genre, par exemple, tu vois, Pichoté. Ah voilà. Pichoté d'Hector Babenco. C'est un premier film. Oui. 20 ans pas, hein, ouais, mais... avant, même plus de 20 ans avant La Cité de Dieu, que tout le monde connaît. Oui, Hein, c'est voilà, pour ça, je situer connais, un peu, oui. voilà, c'est un film pareil, Ouais. brésilien. Après, c'est moins Brésil, hein, D'accord. c'est vraiment filmé dans les favelas. D'accord. C'est un vrai gamin des favelas. La Ouais. première scène, il est avec sa vraie maman, devant sa propre maison. Et donc, c'est un film sur les brigades de la mort. Voilà, D'accord. c'est un film qui m'a vraiment marqué. Precisavam fazer isso pra roubar uma carteirinha de merda. Je vois à côté, par exemple, Affreux, sale et méchant, de Torres Scola. Pareil, la fin du néo-réalisme italien, excellent. Nino Manfredi, des scènes. Sale voleur que vous êtes. Touchez-y un peu à mon pognon pour voir. L'œil que la chaux vive m'a brûlé, il était à moi. Et les sous de l'assurance aussi sont à moi. C'est clair? Bah, ça, c'est cultissime. Oui, ça c'est cultissime. Pour rester dans le coin où il fait chaud, hein, donc où il y a les films espagnols, italiens, mexicains, argentins. Ouais. Mais par exemple, là où il fait froid. Il n'est pas là. C'est un film russe que j'ai loué d'ailleurs hier, qui s'appelle Bouge pas, meurt, ressuscite. D'accord. Qui a été Caméra d'or à Cannes en 89. Ouais. Le réalisateur a récupéré des bouts de pellicule, carrément, tu vois, c'était à l'arrache pour faire son film. Et c'est l'histoire de deux petits gamins dans... Alors pas vraiment un goulag, hein, c'est après la Seconde Guerre mondiale, une espèce de camp de travail où il y a des prisonniers japonais. Bah, il y a un grand melting pot dans c'est l'histoire de ces deux gamins au milieu de ces adultes, l'alcoolisme et tout. C'est des films effectivement avec des enfants. D'accord. Comme le premier film qui m'a vraiment marqué, c'était Jeux interdits. C'est le premier sur lesquels, mais c'est vrai que des films Donc, avec des enfants, ça te touche. ça peut me toucher un peu. Oui. Mais voilà, après, j'aime beaucoup le cinéma de Wim Wenders ou même de Coris Maki, ou comme là on voit Emir Kusturica. Oui. J'ai pas de... ou voilà, Vinterberg, c'est les classiques, hein. Bien mais sûr. voilà, des pas films mal effectivement qui m'ont bien marqué. Ouais, Bouge pas, me ressuscite, Pichote, voilà, qui sont des petits films, des petites pépites films comme ça à l'étranger, voilà, qui sont un peu méconnus. Après, il y a le cinéma américain, bien sûr, qui a bercé ma jeunesse, hein, les Don Siegel, les Sam Peckinpah et autres. Ça, c'est incontournable. L'image de l'époque, la musique, les fringues, tout, c'est vrai que le mythe un peu Hollywood est un peu tombé. Parce que bon, c'est vrai qu'avant tu regardais les films américains, il y avait des grosses bagnoles, les baraques, les costards, il y avait une ambiance. C'est vrai que maintenant tu vas regarder un film américain, des fois, c'est la même armoire que chez... Bah oui, c'est du Ikea, quoi, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Non, ça a perdu un peu de cachet. Ça a perdu un peu. Bah, oui. Ce qu'on va retrouver dans le cinéma asiatique, par exemple, tu vois. Où je trouve qu'il y a pareil, il y a vraiment un... le cinéma asiatique, bah oui, c'est vrai tu vois, maintenant, dans le cinéma, c'est de films. Voilà, où on redécouvre un peu une ambiance, un univers, une façon... Voilà, une façon de jouer. Bah oui, tu vois, The Stranger. Vraiment une façon de jouer où quand tu regardes, il y a beaucoup de second degré. D'ailleurs, ce qui peut être un peu déroutant pour nous quand tu regardes The Host ou La Grosse Bébête, comme je dis, c'est presque de la caricature. Parfois, t'en rigoles presque, ça se moque un peu d'Hollywood, justement. C'est le contre-pied. C'est peut-être leur héritage un peu Shaw Brothers, quoi, des Asiatiques. Mais après, t'as le cinéma comme le cinéma de Kurosawa, je veux dire, c'est des perles à découvrir. Évidemment. Donc, ce qu'on a peut-être perdu avec le cinéma américain, et notamment avec leurs grosses licences là. Oui, mais c'est vrai qu'on le retrouve peut-être dans le cinéma. Ça aussi, qui a eu le droit à un remake. Qui a eu droit à un remake d'ailleurs, tu vois, on fait des petites thématiques tous les mois. Oui, mais c'est... Où là, Old Boy. Voilà, là, on fait... Alors, en fait, là, c'est une petite thématique sur la table, les films qui ont eu droit à une réadaptation. C'est souvent dans l'esprit des gens, le remake, c'est une daube. Ce qui est souvent le cas. Oui. Mais par exemple, quand on voit Le Salaire de la peur, The Sorcerer de Friedkin, on est loin d'un mauvais film. Exactement. Quand on regarde De battre mon cœur,
Ouais. Bon, peu de gens savent que l'original, c'est pense Mélodie à ça. pour un tueur. Voilà. L'original, avec Ouais. Harvey Keitel. Bon, le film d'Audiard, donc le remake, Oui, bah, bien est sûr. loin d'être mauvais. Ah, non, mais c'est cool d'avoir fait ça. Je effectivement. défends même le Old Boy de Spike Lee. Le remake, ouais. Je il est bien fait aussi. Je ouais. trouve qu'il n'est pas si Oui, mauvais oui, que oui. ça. Je défends même, tiens, un Américain bien tranquille. L'original, c'était Mankiewicz. Ouais. Je peux te dire que le remake de Phil Noyce est meilleur que le Mankiewicz. Bah oui. Donc voilà, des fois, ça... Voilà, donc on fait des petites, Non, c'est marrant. des ça. petites thématiques. Ouais, True Lift aussi. Ah oui. Bah oui, 100 $ pour un shérif. Ah oui, mais c'est vrai, c'est ça. j'avais Bon, complètement après, des fois, zappé. c'est un ratage. Hein. On peut le Ouais. mettre aussi, parce que le À bout de souffle, Ah Made in oui, USA, avec ne vaut Richard pas le Donner. Oui, Godard. C'est sûr, ça vaut pas l'original. C'est le joke. Effectivement. Mais voilà, après, on fait des petites sur les festivals, Festival des Sundance, sur le Nouvel Hollywood. Ouais. Cognac était un très bon festival du polar aussi. Bah oui. Donc on fait tourner des petites, des petites thématiques, Ouais. c'est histoire de faire découvrir. Tu saurais nous dire le premier film que tu as vu enfant, enfin, quelque chose comme ça, paf, un premier film. Je pense que quand je te parle de Jeux interdits, ça devait être dans les premiers. Hein. Elle vient de la route. Son père a été tué et puis sa mère. Qu'est-ce que j'y fasse? On pourrait peut-être la garder. Ah ouais. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quand même le cinéma à la télévision. Et Ouais. c'est vrai que sur des chaînes comme TF1, Oui. tu pouvais voir un Verneuil, Oui, tu vois, voilà, tu pouvais oui, voir c'est vrai, quand c'est même vrai. des films qui étaient, même si c'était du grand public, c'était quand même du cinéma. Puis avoir le mardi les dossiers de l'écran où tu pouvais ouais, voir Z de Costa Exactement. Gavras avec un débat derrière. Avec un débat, ouais, c'est Voilà. vrai qu'il y avait ces choses-là. T'avais Il y a plus tout ça. la séance du samedi soir où Ouais. tu te tapais du western ou du La polar dernière noir, séance. la dernière séance. Ah, bah. Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, 2 westerns. Ah bah c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est qu'on peut très bien avoir un film très intimiste, en huis clos ou autre, comme un film complètement démesuré. Et puis ça nous donne comme le Dune de Denis Villeneuve par exemple. Mais voilà, c'est... Ah oui, comme quand bien sûr. Ah oui. Donc oui, On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, effectivement. La dédicace. En fait, j'avais un client canadien Ouais. qui est venu, il s'était donné 2 ans, c'était un producteur qui avait la série avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy, Chouchou, un gars et une fille. Ouais. En fait, c'est tiré d'une série québécoise. D'accord. Et donc lui, il Ah oui, l'avait oui, vendu à France Télévisions, qu'il avait retourné avec des Français. Mais il avait dans son catalogue pas mal de séries, dont une qui s'appelait Les Parents. C'est un peu le même délire, c'est des petites vignettes comme ça. Bref, il était venu en France, il s'était donné 1 an ou 2 pour essayer de vendre son catalogue, mais il voulait pas que ce soit retourné en français. Ouais, d'accord, ok, ouais. Il voulait que ce soit distribué tel que. Et donc il venait souvent, et un jour il vient avec un copain, bien québécois tous les deux, puis il me dit regarde des films, et puis le monsieur qui était là lui dit oh c'est un 32 août sur Terre, c'est rare comme film, il dit même au Canada, c'est un film qu'on voit pas. Je lui dis effectivement, tout à fait, même nous en France, parce que c'est une série numérotée, tu vois. Ah oui, Il y en a eu 4000 exemplaires, je lui dis c'est 1355. Je lui dis mais pourquoi? Puis il me regarde en rigolant. Et en fait, le producteur qui venait ici, c'était lui qui l'avait produit. Et la personne qui me faisait remarquer que le film était rare, c'était Denis Villeneuve. Qui allait préparer Incendie, qui avait juste fait le Polytechnique. Ouais. Et qui m'a d'ailleurs envoyé par la poste. Il m'a dit, bah vous avez pas Polytechnique? Je lui dis, bah non. Il m'a dit, bah je vais vous l'envoyer. Il me l'avait envoyé par la poste, super cool. Bon, c'est pas celui-ci, parce que ça c'est l'édition française. Que l'autre c'était un import américain en fait. Mais voilà l'anecdote de la... Et à l'époque, Denis Villeneuve avait juste fait un 32 août sur Terre, il avait pas encore... il venait de faire Incendie, Polytechnique et tout le reste de sa filmographie, de Sicario à Blade Runner en passant par Les Dunes, il n'avait rien fait encore. Donc je suis assez content d'avoir rencontré Denis Villeneuve avant sa grande... C'est beau. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il est en plus... Et c'est un super réalisateur. Ah, je le vois dans les interviews, il est incroyable. Allez Christophe, dis-moi tiens, quel est ton film d'horreur préféré? Film d'horreur préféré. Je dirais que comme beaucoup, bien sûr, L'Exorciste. L'Exorciste ou ça a marqué beaucoup. Ou je veux dire même Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Mais je vais aller dans les plus récents et j'ai trouvé que The Descent
The Descent, ouais. fonctionnait pas mal du tout. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'on retrouve un peu la thématique, voilà. Puis je pense que c'est un film qui n'a pas dû coûter le gros budget, parce que bon, voilà, dans la pénombre, tout ça. Ouais, The Descent. The Descent, excellent film. Tu aurais pu me poser un peu la même question dans le genre film science-fiction. Science-fiction. Et tu vois, pareil, Moon. Ah oui. Pareil, du fils à David Bowie. Ouais. Je trouve pareil, tu vois, le décor, c'est presque un huis clos. Ouais. C'est tout est dans l'écriture, on n'est pas dans la démonstration. Donc voilà, je trouve que c'est des films d'horreur ou de science-fiction où on retrouve un peu le minimalisme. Donc deux petits films. Bon, quand je vois Bienvenue à Gattaca, voilà, ou District 9, c'est des films. Mais oui, bien sûr, un exorciste, un cannibale holocauste, tout ça, les massacres à la tronçonneuse. Évidemment. Je suis pas très original dans le... Non, mais bon, après voilà, c'est les classiques. C'est les classiques. Dans le choix. Je vois que tu as la collection des Bonds ici, que je possède également. Je les ai ça, également James Bond, James Bond. Quel James Bond alors? On peut en ressortir il faut ressortir je vais pareil, tu vois, je réponds jamais les derniers. J'ai trouvé qu'on revenait par rapport au bouquin James Bond carnassier, voilà. J'ai eu un petit peu de mal au début. Il y avait plus une tête de russe que d'anglais, mais un James Bond qui m'a marqué parce que j'avais été le voir au cinéma, c'était dans les premiers James Bond que j'allais voir au cinéma, c'était Rien que pour vos yeux, avec la cascade de la 2 chevaux, tout ça, Marche arrière, vite. C'est vrai que moi j'allais voir James Bond, je sortais avec les copains, on allait acheter des Chesterfield sans filtre, des pistaches parce que c'était un trafiquant de pistaches, bah tu vois, je veux dire, on vivait le film. Donc les derniers, je trouve qu'ils sont bien, voilà. Bah, sauf le dernier. Et puis après, de cœur, Rien que pour vos yeux, mais je dirais les puristes diront que ce sont plus bien sûr les premiers avec Sean Connery. Mais tu vois, moi j'ai beaucoup aimé Au service secret de Sa Majesté, contre toute attente. Voilà, et je trouve, parce que alors déjà rien que l'histoire de Au service secret de Sa Majesté est quand même extrêmement intéressante. C'est la première fois que Bond se marie finalement. Madame Bond. Puis une fin totalement inattendue. Voilà, pour ne pas spoiler, mais c'est absolument incroyable. Et puis cet acteur australien, Georges Lazenby, qui joue qu'on a fait bien le rôle. Le pauvre qu'on a fait qu'un. Il en a fait qu'un. Mais c'est dommage parce que il aurait pu. C'était un bon Bond. C'était un bon Bond, effectivement. Et je trouve que le dosage aventure, humour, drama, enfin tout est bien dosé dans ce film. Et voilà. D'autant plus que nous en France, on avait quand même notre James Bond. Parce qu'on oublie les vrais, les premiers OSS 117. C'est vrai. On avait notre James Bond. Mais bon. C'est extraordinaire ça. Que ce soit sur Terre, dans les airs, en mer, sous la mer, OSS 117 se déchaîne. Allez voilà, cette émission est désormais terminée. Je te remercie Christophe de nous avoir accueillis ici au sein de ton vidéoclub. C'était un plaisir. Un endroit absolument incroyable. Donc on rappelle le vidéoclub de la Butte, donc dans le quartier Montmartre, dans le 18e arrondissement. Ouvert 7 jours sur 7. Ouvert 7 jours sur 7. Depuis 40 ans. Voilà, c'est pas merveilleux ça? Depuis 40 ans, il est là, il officie. Voilà, Christophe, allez le voir, allez lui rendre visite, allez le soutenir. C'est extrêmement important de soutenir les derniers vidéoclubs qui restent. Voilà, j'appellerai donc ce vidéoclub le Résistant. On avait appelé JM le Survivant. Eh bien, voici Christophe, le Résistant. Voilà, il est là et il résiste depuis 40 ans. Donc, voilà, encouragez-le. Je vous remercie encore de votre soutien. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire de tout ce que vous avez pensé de tout ça. Le petit pouce qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très bientôt. Encore merci à toi Christophe. Merci à vous. Vraiment. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.